Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. J'ai participé un jour à une expédition archéologique et cela m'a appris au moins une chose. Quand tout d'un coup, au cours d'une fouille, un objet émerge de la terre, on fait soigneusement le ménage tout autour. On déblaye, on gratte tout autour avec un couteau et l'objet apparaît enfin, seul, prêt à être dessiné et photographié, sans que rien d'étranger n'en déforme l'image. C'est ce que je cherche à faire ici. Écarter tout ce qui est étranger à l'affaire, de façon à ce que nous puissions voir la vérité toute nue et dans son infinie splendeur. Si vous aviez étudié, vous auriez aussi bien réussi que Gréco. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est mon métier. Vous, les profs, vous insistez sur les études parce que c'est votre gagne-pain. Mais étudier ne sert à rien et ça ne permet même pas de devenir meilleur. Au contraire, ça rend encore plus mauvais. Elena est devenue plus mauvaise? Non, pas elle. Et pourquoi? Lila enfonça le bonnet de laine sur la tête de son fils. On a fait un pacte quand nous étions petites. La méchante, c'est moi. Si vous ne voulez pas qu'un homme se pose des problèmes d'ordre politique, ne lui donnez pas deux solutions à choisir. Ne lui en donnez qu'une. Mieux, ne lui en donnez pas du tout. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, tyrannique, vous écrase d'impôts, peu importe tant que les gens n'en savent rien. La paix, Montag. Instituer des concours dont les prix supposent la mémoire des paroles de chansons à la mode, des noms des capitales d'État ou du nombre de quintaux de maïs récoltés dans l'Iowa l'année précédente. Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. Oui, un jus. C'est sympathique, c'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop jus. Il faut être un tout petit peu original sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non, le mieux c'est de choisir un entre-deux, comme l'abricot. Voilà, c'est ça, le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse, pensa François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte, comme si elle revenait d'une longue réflexion. La même réflexion qui venait de mener l'inconnu face à elle. Je vais prendre un jus d'abricot, je crois. Il la regarda, comme si elle était une effraction de la réalité. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Breteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont, coiffés d'un vieux vigogne, dont la plume cache les trous, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Le président renoue avec un attachement à la langue française perdu depuis François Mitterrand. Explication de texte.
un modèle. Les mots sont forts. Nous sommes à Nevers, aux obsèques de Pierre Bérégovoy, le 4 mai 1993. François Mitterrand a fait nombre de discours plus cruciaux, comme celui qu'il a prononcé au Parlement européen en 1995 sur les dangers du nationalisme, mais on ne peut oublier son oraison funèbre aux accents prémonitoires. Les attaques sur son passé vichiste sont en vue. Devant lui, une foule compacte. Le temps est incertain. Les critiques pleuvront dès le lendemain sur les phrases acérées, peu importe. Les sentences sont déjà gravées dans la mémoire collective. François Mitterrand avait le goût du style et le sens de l'histoire. Emmanuel Macron renoue avec un attachement à l'écriture, à la langue française, à la littérature, disparu depuis 40 ans parmi les présidents. Le discours historique de Jacques Chirac sur la rafle du Veldiv est l'œuvre de Christine Albanel dans son entière composition. Comme le discours d'investiture de Nicolas Sarkozy sur le petit français au sang mêlé a été ciselé par Henri Guénaud. Emmanuel Macron, lui, a décidé d'investir personnellement le choix des mots. Au plus profond des bois, sous les feuilles d'un chêne, il y a une fontaine. Seule, la reine s'y baigne, et elle pleure sa peine de ne pas avoir d'enfant. 3 larmes tombent dans les eaux sombres. À la 3e, une petite grenouille surgit du fond de l'onde. « Ne pleurez plus, madame, déclare la rainette. Je vous fais la promesse que vous aurez bientôt l'enfant qui manque à votre cœur. Mais ce jour-là, n'oubliez pas de remercier votre nouvelle amie, la fée de la fontaine. » Un éclair blanc jaillit. La grenouille est partie. Papa s'asseyait lorsque Mamie a brusquement tendu les bras pour attraper la Charlotte. Elle a renversé sur Papa la crème anglaise que tendait Maman, et Papa a expédié le coulis de framboise sur Mamie. « Oh, je suis tellement désolée !» a gémi Mamie. « Je ne vous ai pas raté non plus !» a répondu Papa, qui s'essuyait le visage avec sa serviette. Papa est allé changer de chemise, et Maman a accompagné Mamie jusqu'à la salle de bain. Puis, elle est allée dans sa chambre lui chercher des vêtements de rechange. Mamie était trop drôle dans les habits de Maman. Elle semblait s'être déguisée. Une fois Mamie revenue dans le salon, nous avons pu lui offrir ses cadeaux. J'avais fait un beau dessin avec des pastels. Quant à Élise, elle avait réalisé une figurine qui représentait Mamie les bras grands ouverts. « Tu es en train de tomber, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux, » a gloussé ma sœur. Mamie nous a embrassés. « Merci, mes chéris. » Puis, elle a déballé un long paquet fin et fait apparaître des baguettes de batterie. Un petit mot y était accroché. Bon pour une batterie qui sera installée tout à l'heure. Mamie est devenue toute rouge d'émotion. Sa tâche était facile, extraordinairement facile. Il n'avait même pas besoin de provoquer les chiens étrangers. Il lui suffisait d'apparaître pour qu'ils se ruent sur lui, échappant à leur maître, se précipitant sans le savoir au devant de la mort. Car de la même manière que pour les loups domestiqués de l'attelage, il était pour eux le wild, l'inconnu, l'obscurité, la menace. Il était leur origine, cette origine qu'ils avaient reniée depuis des siècles, mais dont ils avaient toujours peur, parce qu'ils n'avaient jamais cessé de craindre qu'elle redevienne un jour la plus forte, qu'elle les entraîne dans la nuit, loin de la chaleur, de la lumière et de l'amitié des dieux. Présentation des méchants. L'abominable seigneur archevêque Coloredo et son sbire Dark Léopold Vador. Décor de la saga spatiale. L'étoile de la mort, Salzbourg. Notre Jedi, armé de son clavecin laser, arrive à peine à la première étape de son voyage de retour qu'il apprend qu'Aloysia est embauchée sur la planète Munich et non sur la planète Salzbourg, comme le lui avait laissé entendre son père. Écoute bien et fais très attention car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors de 2 choses l'une, ou bien elle ne peut pas te la donner, et en ce cas,
elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la montrer quand même, et pour cela, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serré avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux, et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Le diable soit de l'astre radieux, s'écria Michel Ardan. Qui va nous induire en dépenses de gaz au lieu de nous prodiguer gratuitement ses rayons? N'accusons pas le soleil, reprit Nicole. Ce n'est pas sa faute, mais bien la faute à la lune qui est venue se placer comme un écran entre nous et lui. C'est le soleil, reprenait Michel. C'est la lune, ripostait Nicole. Une dispute oiseuse à laquelle Barbicane mit fin en disant: Mes amis, ce n'est ni la faute au soleil, ni la faute à la lune. C'est la faute au projectile qui, au lieu de suivre rigoureusement sa trajectoire, s'en est maladroitement écarté. Et pour être plus juste, c'est la faute à ce malencontreux bolide qui a si déplorablement dévié notre trajectoire première. Bon, répondit Michel Ardan, puisque l'affaire est arrangée, déjeunons. Après une nuit entière d'observation, il convient de se refaire un peu. Cher Harry, j'espère que cette lettre te parviendra avant que tu n'arrives chez ton oncle et ta tante. J'ignore s'ils ont l'habitude de recevoir du courrier par hibou postal. Buck et moi, nous nous cachons. Je ne te dirai pas où, au cas où cette lettre tomberait entre de mauvaises mains. Je ne sais pas si on peut faire confiance à ce hibou, mais c'est le seul que j'ai trouvé, et il avait l'air très content de faire ce travail. Je crois que les détraqueurs me cherchent toujours, mais ils ne me trouveront jamais ici. Je vais m'arranger pour que des moldus m'aperçoivent bientôt très loin de Poudlard, afin que les mesures de sécurité du château soient levées. Sirius. Mon pauvre père mourut brusquement ce soir-là, ce qui me fit immédiatement oublier tout le reste. Notre chagrin, les visites des voisins, les préparatifs de l'enterrement et tout le travail à l'auberge m'occupèrent tellement que j'eus à peine le temps de penser au capitaine. Le lendemain de l'enterrement, il était environ 3 heures de l'après-midi, et je me tenais sur le seuil de la porte, pensant à mon pauvre père, quand je vis quelqu'un s'avancer lentement sur la route. Jamais de ma vie, je n'avais vu un aussi sinistre personnage. Se trouve-t-il par ici une personne charitable pour renseigner un pauvre aveugle qui a perdu l'usage de ses yeux au service de sa patrie? Que Dieu garde le roi George. À quel endroit et dans quelle partie du pays il se trouve actuellement? Vous êtes à l'amiral Benbow, dans la baie de la Colline Noire, mon brave. Voulez-vous me tendre la main, mon sympathique et jeune ami, pour m'aider à entrer? Eh! Maintenant, mon garçon, conduis-moi auprès du capitaine. Allons, venez ça tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt, et règle à chacun son emploi. Approchez, dame Claude. Commençons par vous. Elle tient un balai. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous constitue, pendant le souper, au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Elle se courba brusquement sur Amanda, empoigna les 2 nattes de la main droite, la souleva de terre et se mit à la faire tournoyer autour de sa tête de plus en plus vite tout en criant « Je t'en ficherai, moi des nattes, sale petit rat !» tandis que la petite fille s'époumonnait de terreur. « Souvenir des Olympiades !» murmura Hortense. Elle accélère le mouvement, tout comme avec le marteau. Je vous parie 10 contre 1 qu'elle va la lancer. Mademoiselle Legourdin, cambrée en arrière et pivotant habilement sur la pointe des pieds, se mit à tourner sur elle-même, tandis qu'Amanda tourbillonnait si vite qu'elle devenait invisible. Soudain, avec un puissant grognement, l'ex-championne du marteau lâcha les nattes, et Amanda fila comme une fusée par-dessus le mur de la récréation, s'élevant vers le ciel.